bonsoir. Nous avons rendez-vous exceptionnellement ce soir à 18 h. Cela va vous permettre de suivre les analyses et commentaires de nos confrères du service sport à propos de la rencontre Maroc-Mozambique qui se jouera à Tanger. Ça sera donc tout à l'heure. À présent, les titres du journal. Le monde célèbre aujourd'hui, 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Au Maroc, la maladie touche plus de 10% de la population âgée de plus de 18 ans. Parmi les complications graves liées à cette pathologie chronique, la rétinopathie diabétique. Pour sensibiliser à cette anomalie de la rétine, une campagne nationale de dépistage est lancée. La société civile marocaine de plus en plus active dans le domaine de la protection de l'enfance. Parmi les ONG fortement engagées dans ce domaine, l'association Beiti, elle clôture 2 ans et demi d'action psychosociale avec à la clé un bilan positif de son projet baptisé « Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants ». Et puis en fin de cette édition, nous vous inviterons à vous mettre à table pour découvrir les saveurs de l'art culinaire péruvien. Un événement destiné aux fins gourmets se prépare au cœur de Rabat à partir du 19 de ce mois. Le 7e festival gastronomique de la cuisine péruvienne. Un voyage gustatif pour célébrer le partage et la convivialité à la péruvienne. La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi de finances 2026 dans sa totalité. C'était lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui. Le projet de loi a recueilli l'approbation de 165 députés, tandis que 55 autres s'y sont opposés. Aucune abstention n'est à signaler. Le nombre total d'amendements au projet reçu par la Commission des finances et du développement économique s'est élevé à 350 amendements, dont 328 amendements pour la première partie et 22 amendements pour la deuxième partie. Après une longue absence, la pluie est enfin de retour, des pluies bienfaitrices qui redonnent espoir aux agriculteurs. Ces dernières 24 heures, il a plu dans presque toutes les régions du royaume. Les cumuls les plus importants ont été relevés à Tanger, 47 mm, El Jadida, 39, Chefchaouen, 38, Nouasr, Kenitra et Agadir, 35 mm. Il a plu également 32 mm, il a fait également 32 mm à Ben Simen. Il a été relevé 31 mm à Salé, Rabat et Mohamedia, 27 à Tanger-Port, 26 à Tite-Mellil. Il a été relevé également 16 mm à Tétouan, 13 au port d'Essaouira, Taroudin, Teifren, 12 mm, Ben-Gurir, 9 mm, Fez, 8 mm, Tiznit, Sidi Ifni, Marrakech et Khouribga, 4 mm, Meknes, 3 mm, Ouarzazet, 1 mm, Gelmim et El Hossima, moins d'1 mm. Le diabète est la maladie la plus répandue dans le monde. Elle touche près de 600 millions de personnes. Chez nous, plus de 10% de la population âgée de plus de 18 ans souffre de cette pathologie chronique. La sensibilisation au dépistage précoce s'impose pour éviter les complications graves associées à une glycémie élevée. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, une campagne nationale de dépistage de la rétinopathie diabétique est lancée, car il s'agit d'une grave complication silencieuse de la maladie qui peut aller jusqu'à entraîner la cécité chez les patients. Au Maroc, cette pathologie touche à peu près les 50% des malades atteints donc de diabète de type 2. Reportage Abdel Aknour, Sofia Fekrout. Service ophtalmologique de l'hôpital des spécialités de Rabat ce matin. Les examens s'enchaînent. Radio du fond de l'œil, scanner rétinien, contrôle minutieux de la macula, des gestes rapides non invasifs, mais essentiels. Pour les patients diabétiques de type 2, c'est un passage obligé, car la moitié d'entre eux souffrent de rétinopathie diabétique, une anomalie de la rétine. Un dépistage précoce peut éviter la cécité. Quand j'ai entendu parler de la campagne de dépistage, je suis venue immédiatement. Je me fais traiter pour le diabète depuis 2012. Grâce au suivi médical, je vais bien.
Au Maroc, selon les résultats de l'enquête nationale sur les facteurs de risque communs des maladies non transmissibles 2017-2018, plus d'un adulte sur 10 est diabétique, soit environ 2,7 millions de personnes. L'étude révèle par ailleurs que 10,4% de la population se trouve à un stade prédiabétique. Plus préoccupant encore, la moitié de ces personnes ignorent totalement leur état. Voilà qui retarde leur prise en charge et qui ouvre la voie à des complications potentiellement dangereuses. La rétinopathie diabétique est une complication dangereuse du diabète qui affecte près de 50% des patients diabétiques de type 2. Et à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 décembre, l'hôpital des spécialités de Rabat organise une campagne de dépistage gratuite. Il faudrait savoir que notre hôpital prodigue des soins médicaux et des chirurgies de la rétinopathie diabétique. Nous avons d'ailleurs effectué 477 chirurgies de la rétine. Pour cela, nous disposons du matériel et de compétences nécessaires, ainsi que d'un pôle d'excellence dans ce domaine. Le dépistage précoce de cette maladie nous permet d'éviter toute complication, surtout au début. Les patients peuvent donc recevoir des injections intravitréennes ou se faire traiter par laser. D'ailleurs, le laser est la solution durable pour traiter une rétinopathie diabétique. Le laser consiste justement à renforcer les zones de la rétine, fragilisées par l'excès de sucre dans le sang. Mais le meilleur traitement reste la prévention. Alors, entre deux consultations, l'équipe médicale insiste sur une bonne hygiène de vie. L'équilibre glycémique, le suivi régulier et l'éducation adaptée. Autant d'armes pour éviter la progression de cette maladie silencieuse. La société civile au plus près des enfants en situation de précarité. L'association Beiti clôture 2 ans et demi d'action psychosociale pour la protection de l'enfance au Maroc avec à la clé un bilan positif de son projet baptisé « Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants ». Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et il a permis d'accompagner 873 enfants et 386 familles. Reportage Soufiane Ibrahimi, Bouchaïb Ammari et Zakaria Moukhimbillah. Mené à Casablanca, Essaouira et dans la région rurale de Kénitra, le projet Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants de l'association Beiti a apporté un soutien palpable aux enfants en situation de vulnérabilité. Après 2 ans et demi d'action active, le programme de l'association Beiti touche aujourd'hui à sa fin, avec un bilan positif. 873 enfants protégés, 386 familles accompagnées et 2000 personnes sensibilisées. Ce programme s'est articulé autour de 4 axes. Le premier concernait les services destinés aux enfants et aux familles. Le deuxième portait sur le renforcement des capacités des enfants, de la société civile et des acteurs institutionnels. Le troisième axe s'appuyait sur l'organisation d'un ensemble d'ateliers au sein de l'environnement social des enfants. Le dernier s'articulait autour des plaidoyers en faveur des droits des enfants. Accompagnement direct au profit des enfants en situation de précarité, prise en charge psychologique et médicale et formation professionnalisante. Le projet de l'association Beiti a contribué à changer au mieux la vie de ces enfants et de leurs familles. Mais pour les militants de l'association, la lutte pour la protection de l'enfance est loin d'être achevée. J'ai commencé à œuvrer pour la défense des droits des enfants en 2008. Mais ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois, je faisais face à un nouveau type de violence contre les enfants. Je pense que cela reflète un certain désengagement de la société sur ces questions. Le projet Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants a également contribué à l'engagement de plusieurs réformes législatives, dont la révision de la procédure Kafala. Des réalisations qui s'ajoutent aux actions de plaidoirie au niveau national et international. Des initiatives dont l'impact est indéniable dans le domaine de la protection de l'enfance.
Actualité internationale, une violente tempête s'est abattue sur la bande de Gaza, provoquant d'importantes inondations, notamment dans les tentes et les abris de fortune où vivent des milliers de Palestiniens déplacés. Une catastrophe naturelle qui vient s'ajouter à la situation humanitaire qualifiée de catastrophique par les Nations Unies. Face à des ressources limitées, la population se retrouve exposée au froid, à la pluie et à une forte insécurité. Direction à présent le Brésil où se poursuivent les travaux de la COP30. La présidence brésilienne de la COP30 a annoncé qu'elle allait s'accorder 3 jours de négociations supplémentaires pour tenter de concilier les demandes des pays sur les sujets épineux de l'ambition climatique, de la finance et du commerce. La conférence sur le climat a été d'ailleurs perturbé aujourd'hui par une soixantaine de manifestants autochtones qui ont bloqué l'entrée de la COP, une manière pour eux de réclamer un entretien avec le président Lula et d'alerter sur leur situation en Amazonie. Le blocage a duré environ 2 heures. Le président de la COP30 dit reconnaître pour sa part les préoccupations légitimes des manifestants autochtones. À présent, donc, ce fait qui s'est produit lors de l'avant-première à Singapour du film Wicked for Good. Au moment de fouler le tapis jaune, la chanteuse, donc, actrice Ariana Grande a été violemment, donc, surprise par un fan qui a franchi les barrières de sécurité. L'homme, identifié comme Johnson Wen, connu sur les réseaux sociaux, a surgi entre les photographes et les barrières. Il a saisi brusquement l'épaule de la star et l'a tiré vers lui. Secouée, Ariana a été soutenue par sa co-star Cynthia Erivo, qui est intervenue rapidement pour la protéger, repoussant l'agresseur. L'auteur de l'intrusion a ensuite publié une vidéo de l'incident, se félicitant de son exploit. On parle foot à présent. En ce moment même, les U17 disputent leur rencontre de 16e de finale face aux États-Unis. Le score est actuellement de 1-0 en faveur des États-Unis. Dans l'actualité sportive également, le match amical que vont disputer ce soir les Lions de l'Atlas face au Mozambique, rencontre programmée au Grand Stade de Tanger, c'est à 20h et qui entre dans le cadre de leurs préparatifs pour la CAN 2025. À rappeler le retour du défenseur Roman Saiss ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Soufiane Diop. La première convocation du joueur du PSV Eindhoven, Anas Salahdine, et l'absence pour blessure d'Achraf Hakimi. Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué Abdelhamid Ait Boudel, sociétaire du club français du Stade Rennais. Lors de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe A, donc aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie. Et si on faisait à présent une escale gourmande avant de clore donc ce journal, nous vous invitons à un voyage au cœur de la cuisine péruvienne pour découvrir donc les saveurs des plats typiques de ce pays d'Amérique du Sud. Cette délicieuse immersion dans cet art culinaire est proposée par l'ambassade du Pérou au Maroc dans le cadre du 7e festival gastronomique de la cuisine péruvienne, programmé à Rabat les 19, 20 et 21 du mois courant. Un avant-goût de cet événement a été donné en présence de grands chefs cuisiniers péruviens. Reportage Othman Tazi, Houria Boutayeb et Zakaria Moukimbil. Les visiteurs de ce palace à Rabat sont agréablement surpris de découvrir un buffet gastronomique un peu exotique. C'est l'œuvre de chefs cuisiniers venus tout droit du Pérou. Les senteurs et les saveurs de leurs plats hauts en couleur invitent à une immersion au cœur des préparations issues des vastes plaines amazoniennes du Pérou. Un voyage gustatif qui promet de séduire aussi bien les pupilles que les papilles. La cuisine péruvienne est caractérisée par sa diversité. Certains plats sont simples, d'autres compliqués et aux ingrédients variés. Ces préparations sont faites à base de viande, de légumes et de fruits. C'est ce qui fait la spécificité de notre cuisine.
Cette cuisine se caractérise surtout par l'utilisation de produits frais, notamment des fruits de mer, des fruits exotiques et des épices. Mais cet art s'ouvre aussi à de multiples influences extérieures, andines, asiatiques ou africaines. L'empreinte japonaise est bien visible. Des plats typiques comme le Nikkei font la renommée de la cuisine péruvienne, avec une combinaison de poissons crus japonais et d'assaisonnement péruvien. Le plat Nikkei est apparu à la fin du 19e siècle avec l'immigration japonaise au Pérou. C'est un plat emblématique de la cuisine et de la culture péruvienne. Nous sommes ravis de le partager avec le public marocain. Nous préparons des plats issus d'un mélange entre la cuisine japonaise et celle péruvienne riche en condiments, ce qui donne un mix spécial entre saveurs asiatiques et sud-américaines. Le festival gastronomique péruvien s'installera à Rabat 3 jours durant, à partir du 19 courant. Une invitation à la découverte des secrets des plats les plus célèbres de ce pays d'Amérique du Sud. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end et à bientôt.